En suivant les présidents à l'Élysée, nous sommes témoins des discussions mouvementées et de l'élaboration des compromis. C'est la cuisine de la grande politique, habituellement perçue au figuré. La chaleur étouffante accable à la fois les bureaux où sont prises les décisions politiques et les cuisines où se prépare le dîner des chefs d'État. Les présidents, les premiers ministres, les personnes de haut rang aiment briller devant un visiteur de marque par leur art gastronomique, ou plutôt celui de leur chef cuisinier. Ces maîtres de l'art culinaire, élus parmi tant d'autres, méritent qu'on s'attarde sur eux. Comment travaillent-ils? Que préparent-ils aux chefs d'État? Que font-ils en cas de pépin? En passant plusieurs jours avec les grands cuisiniers de ce monde, ceux de Moscou, Monaco et Prague, sans oublier Washington et Paris, nous avons découvert une part de leurs secrets. De ces gens dépend l'humeur et l'état de santé des présidents et des ministres, jouant en fin de compte sur le caractère des décisions adoptées au plus haut niveau. Ces maîtres du grand art culinaire entrent dans le club des chefs. Cette organisation fermée des chefs cuisiniers d'une trentaine d'États a vu le jour en 1977 à l'initiative du couturier français Gilles Bragard. Les dirigeants des grands pays se réunissaient régulièrement, mais les chefs cuisiniers, eux, s'ignoraient. Donc j'ai pensé que ça serait intéressant de créer une association des cuisiniers de chefs d'État. Et j'en ai parlé à quelques-uns de mes amis qui avaient ce rang. Bien qu'il manque un représentant russe dans le club des chefs, il existe en Russie une organisation similaire. Le chef de la guilde russe des cuisiniers en chef, Alexandre Filin, a consacré 35 ans de sa vie à l'art culinaire et à la gastronomie. Il a longtemps travaillé en Union soviétique avant d'œuvrer pour des missions russes à l'étranger. Pour un cuisinier qui travaille sur du concret, le plus complexe est de s'adapter, de cerner les goûts, en tout cas au début. Pour mon premier travail chez un ambassadeur, j'avais commencé par lui demander, un peu naïvement, « Qu'aimeriez-vous manger demain ?» Ennuyé, il me répond « Demande au chef cuisinier. » « Lequel ?» Et il me répond « Filin !» J'ai cessé de lui poser de telles questions. Un des membres de la guilde russe, Anatoly Galkin, qui fut cuisinier de Gorbatchev et d'Eltsine, se rappelle de ses débuts difficiles au Kremlin. Avec Mikhail Sergevitch, les débuts étaient très difficiles, car toute la famille mangeait des bouillies différentes. Chaque matin, au moins 8 bouillies étaient servies dans de petits récipients. Ils pouvaient prendre 2 cuillères de celle-ci, 2 cuillères de celle-là, et goûter ainsi à tout. Mais il fallait toujours qu'il y ait 8 bouillies au minimum. À part les bouillies, Gorbatchev et sa femme n'avaient pas de préférence spéciale pour le reste. Chaque jour, un menu était élaboré tenant sur 5 ou 6 feuilles au moins. Je le donnais à Mikhail Sergevitch, Raïssa Maximovna venait un jour sur 2, ils déjeunaient ensemble ou souper, je présentais le menu, Mikhail Sergevitch choisissait par exemple un potage aux choux, ou du mouton pas garni, ou des aubergines sur la braise. Il ne mangeait pas beaucoup. Madame Gorbatchev portait une grande attention à ce qu'elle mangeait pour correspondre à l'image d'une épouse digne d'un chef d'État. Pour cette raison, Raïssa Maximovna refusait des joies simples comme des pommes de terre frites avec du lard, tout en rappelant qu'elle en aurait bien pris. Elle pouvait manger, par exemple, un peu de poisson non salé, comme du saumon. En même temps, elle adorait le chocolat, en particulier un bonbon qui s'appelait l'oiseau de feu. Joël Normand a pris sa retraite, mais selon sa vieille habitude, chaque matin, il va au marché où il choisit longuement ses produits pour lui-même. Pendant plus de 40 ans, il a travaillé dans la première cuisine de France, celle de l'Élysée. Il est arrivé là-bas en 1965 pour la première fois, à l'époque du général de Gaulle dont il se souvient avec émotion. Donc c'était le général de Gaulle à l'époque. Disons que j'étais jeune aussi à l'époque, hein. J'avais 21 ans quand je suis arrivé à l'Élysée. C'était un homme qui m'a beaucoup impressionné, parce que le général de Gaulle, malgré tout, pour la France comme pour le monde, c'était quand même un personnage. Et moi j'avais appris à l'école, en l'histoire de France, le général de Gaulle avec la Libération. Quand je suis arrivé à l'Élysée et qu'on m'a dit « tu vas faire à manger pour le président, le général de Gaulle »,
j'avais du mal à y croire. Il était facile de travailler pour lui parce que le général était d'une grande simplicité et d'un caractère accommodant en ce qui concerne la nourriture. Les préférences gastronomiques de Gaulle étaient simples. Il lui était facile de lui préparer un repas. Un des penchants peu nombreux du général était la bouillabaisse. De Gaulle, Pompidou et d'autres présidents de la France furent servis par M. Normand et ont trouvé place dans ses mémoires. Naturellement, les événements du livre sont à voir sous l'aspect culinaire. En s'aidant de ses archives personnelles où sont classées avec soin des dizaines de photos exclusives, des feuillets de menus des déjeuners et accueils officiels, Normand évoque ses anciens employeurs avec tact, mais sans cacher les problèmes qui sont survenus. L'arrivée de M. Giscard d'Estaing, alors là, ça a été un petit peu un renouveau un petit peu dans la cuisine, puisque c'était à l'époque un peu de la nouvelle cuisine. Le mijotage affolant devait être évité. C'était une cuisine plus légère où les plats sont servis directement dans les assiettes. Le président se mêlait parfois du travail en cuisine. Une fois, il est apparu au seuil de la cuisine pour s'exclamer « Jamais, vous m'entendez ? Ne me donnez plus jamais de glace ornée d'une rose !» Il ne voulait plus voir la rose sur... Alors, est-ce que c'était la rose parce que ça le faisait penser aux socialistes? Je ne sais pas. Ça, je l'ignore, je ne voudrais pas m'avancer. Je le suppose. Mais bon. Giscard d'Estaing était apprécié en cuisine. Les relations avec son successeur, François Mitterrand, furent plus complexes. En 14 ans de mandat, ce président socialiste ne leur a jamais rendu visite. Cependant, il a fait connaissance avec Joël Normand lors de la cérémonie annuelle de la remise des récompenses aux meilleurs ouvriers de France. À la remise des prix à la Sorbonne, que j'ai eu puisque j'ai été nommé meilleur ouvrier de France, le président s'est mis à rire et moi-même quand il m'a demandé « Mais où vous travaillez ?» Et je lui ai répondu « Monsieur le Président, je suis à votre service à la présidence. » Et c'est là qu'il s'est mis à rire. Il n'a pas éclaté de rire, bien sûr, mais sur la photo, on le voit tout de suite que ça l'a poussé à rire un petit peu. Et peut-être en lui-même, il s'est dit « Oh là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Préoccupé par les affaires d'État, Mitterrand ne se passionnait pas pour les travaux de bouche. Il avait de sérieux problèmes de santé, il était exigeant envers la nourriture et n'aimait pas que ses dispositions ne soient pas respectées. C'était un homme, on ne peut pas dire, qui était désagréable. Malheureusement, je pense que c'est la maladie qui l'a aigri beaucoup et qui le rendait par moments, des fois, excusez-moi l'expression, mais des fois désagréable et dur. Hein, c'est toujours dur de prendre des remarques, des fois, qui ne sont pas justifiées. Dans la carrière au Kremlin d'Anatoly Galkine, un événement aurait pu mettre fin à sa carrière s'il n'avait pas eu la chance de travailler pour Gorbatchev, plutôt compréhensif. Je travaillais pour lui depuis moins de 2 semaines. Il y avait, je n'oublierai jamais, une rencontre avec des Bulgares, une de ses visites officielles au Kremlin, un déjeuner de petite envergure où une vingtaine de personnes étaient présentes. Un cercle mi-officiel, mi-privé. Je viens de l'arrière et je préviens le président. Mikhail Serguevitch, faites attention. Mikhail Serguevitch, ne vous agitez pas tant. J'avais déjà servi tout le monde, hormis le président. Eh bien, je commence à le servir et sans m'écouter, il fait un geste brusque de la main et voilà que la louche de soupe pleine de purée d'asperges, je n'oublierai jamais, on était en été, lui coule dessus. Galkine se rappelle cet épisode avec le sourire, mais à l'époque, ce fut une réelle épreuve. J'ai pensé, c'en est fini de ma carrière. Tous attendaient la réaction du président. Il n'a rien laissé transparaître. Le lendemain, je n'étais pas là pendant 2 jours. J'étais en congé. Il a demandé à Medvedev, « Mais où est Anatoly? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne le vois pas ?» Mikhail Serguevitch, il est en congé. Mais c'est une personne intelligente. Il leur a fait comprendre qu'il était inutile de me licencier. La température dans la première cuisine du pays dépend moins de la chaleur de la cuisinière que de l'humeur de son maître. Après le départ de Mitterrand, les cuisiniers de l'Élysée ont poussé un soupir de soulagement. Jacques Chirac mangeait avec plaisir tout ce qu'on lui proposait. En général, en matière de cuisine, Chirac adhérait à ce que l'on appelait le style paysan. On a eu donc l'arrivée de monsieur Chirac et Madame Chirac, qui, eux, ce sont des gens qui se sont tout de suite intéressés. Madame Chirac, surtout, s'est tout de suite intéressée à sa maison, parce qu'elle dit que c'est sa maison. Voyez, donc elle a donné tout de suite des instructions, pas le président,
Mais Mme Chirac a pris tout de suite le mors entre les dents en disant voilà, mon mari aime ça, ça et ça, il ne veut pas voir ça et ça. Et donc, elle a mis tout de suite les gens au courant, parce que c'est mieux d'un sens. Il aimait manger un petit cochon de lait rôti. Ça, c'est lui qui nous le demandait. Ou alors, il nous demandait de faire une choucroute. Vous voyez, ça, c'était pour le week-end, vous voyez, ça lui plaisait. Ou alors, en hiver, un bon pot-au-feu. Ça, c'était à la demande du président, hein, c'était pas... Alors, vous voyez, voilà, c'est ça. Ou un bon poulet rôti, parce qu'il aimait la cuisine simple. Hein. Il aimait ça, un bon poulet rôti, et il voulait le couper lui-même. Alors, il avait son couteau, et comme à la maison. La succession des leaders n'est jamais facile, en particulier pour le chef cuisinier. Anatoly Galkin n'aime guère parler de son travail pour Eltsine. Il se rappelle juste que ce président aimait le caviar, le saumon, le sanglier. Il mangeait très bien. Il aimait manger. Il aimait un bon morceau de viande grillée, bien rôti. Il ne se refusait rien. Il intervenait à la cuisine en disant comment préparer la viande. Si un bon morceau de viande venait de Zavidovo, il ordonnait de le cuire avec de l'ail et des feuilles de fougère. Il était connaisseur en cuisine, car il avait été gâté à son ancien poste à Sverdlovsk. Galkin se rappelle très bien la commande que passait Eltsine le matin au petit déjeuner. Petit déjeuner n'avait rien d'ordinaire. Eltsine arrivait tôt, aux environs de 7h30, et commençait sa journée avec un whisky, citron et glaçons. La journée s'achevait par le licenciement de Galkin et l'ensemble du service. Les gardes du corps, les employés de bureau, tous ceux qui tombaient sous la main du tsar couraient ce risque. Philosophe, le chef de la garde rapprochée d'Eltsine se contentait de dire que la nuit porte conseil. Lorsque l'on était à Zavidovo en repos, il était encore en bonne santé et pouvait se permettre de boire plusieurs bouteilles de whisky dans la soirée. Après cela, il était ivre-mort. C'était déjà le délire alcoolique, je pense. Il ne comprenait rien, il ne se souvenait de rien. Tous les gardes du corps avaient peur de lui et cherchaient à s'en éloigner. C'était pas seulement moi qui étais viré, mais tout le monde. « T'es licencié !» Et le lendemain matin, il criait « Où est Elia ?»« Mais vous l'avez viré hier !» répondait-il. « Comment ça viré ? Amenez-le-moi !» Bien sûr, j'étais toujours là. Mais il faisait comme si de rien n'était jusqu'à la prochaine beuverie. Il n'allait pas jusqu'à nous jeter des cendriers en pleine figure, mais c'était tout comme. Zavidovo m'évoque les pires souvenirs. De manière générale, le comportement du président russe ne se pliait pas au protocole officiel, que ce soit à la datcha de Zavidovo ou au Kremlin. De 1983 à 1991, Mikhail Sergeyevitch n'a jamais haussé le ton avec moi. Eltsine, lui, pendant une réception ou un déjeuner, pouvait dire « Pourquoi tu ne changes pas les assiettes ?» Ce n'était pas son domaine, mais il aimait faire une remarque. Impulsif et coléreux quand il buvait, Eltsine n'était pas rancunier. Mais pour un chef cuisinier du Kremlin, habitué à Gorbatchev de surcroît, l'adaptation était rude. Avec Gorbatchev, les relations étaient très bonnes. Je ne veux pas dire qu'il me laissait trop m'approcher, non. Il y avait une distance et c'est essentiel. On ne peut pas entrer dans ce cercle. Tout en étant à leur proximité, il faut respecter une certaine distance. Avec Eltsine, c'était très différent. Mes relations, si on peut appeler ceci des relations, n'étaient pas les meilleures. J'accomplissais simplement le travail demandé. N'importe quel chef cuisinier du président a en réserve une multitude d'histoires sur celles et ceux pour qui il cuisinait. Durant le travail à l'Élysée, le silence était de rigueur. Mieux vaut partager ses souvenirs après sa retraite, comme le fait Normand. La seule chose qu'on nous a interdit, c'est-à-dire de parler, de dire trop de choses. On peut dire certaines choses, mais on est quand même limité, parce qu'on a le droit de réserve quand même, il ne faut pas l'oublier. Et on est obligé de demander, surtout avec la presse, on est obligé de demander l'autorisation. Le chef cuisinier en retraite de la Maison-Blanche, Walter Scheib, a écrit un livre dans lequel ses souvenirs alternent avec les recettes servies aux premières familles des États-Unis.
Ce n'est pas un livre culinaire, mais un livre sur la préparation de la nourriture. Un livre culinaire contient d'habitude au moins 250 recettes. Dans mon livre, il y en aura seulement 60, 65 liées aux histoires réelles de la vie des présidents. Cela dit, un ancien cuisinier principal de l'Amérique, même en retraite, privilégie la retenue. Il y a des souvenirs qui partiront dans la tombe avec moi. C'est simplement une question d'honneur. Je crois que le plus grand honneur que l'on puisse avoir, c'est de servir le président. Je connais les limites, et vous ne m'entendrez jamais dire « Ah, vous savez, j'ai vu ça » ou « J'ai entendu ça ». Les histoires, celles que je relate, ne sont pas secrètes. S'il y a bien un endroit où le chef cuisinier des premières personnes est autorisé à délier sa langue, c'est au club. Pour la première fois, le club élitiste des cuisiniers est accueilli en République tchèque. Leur fonction les engage à rester dans l'ombre, mais les chefs des chefs se réunissent pour une rencontre annuelle selon une tradition bien établie. Ils sont contents aussi de se connaître parce que quand un chef d'État rend visite à un autre chef d'État, les chefs se téléphonent, disent qu'est-ce que ton patron préfère, est-ce qu'il préfère la viande, le poisson, etc. À chaque fois, ces rencontres se passent dans des pays variés faisant partie du club des chefs des chefs. En général, au mois d'août, en juillet-août, pendant les vacances, c'est une période où les chefs d'État sont en vacances, donc les cuisiniers peuvent profiter un petit peu de quelques jours. Et donc, chaque année, on fait découvrir un pays différent. Les membres du club sont reçus par le chef de l'État où la rencontre est organisée, ou bien par le Premier ministre. C'est une occasion pour lui de rendre hommage aux chefs qui sont là pour assurer le bien-être des grands qui nous gouvernent. Il est naturel que le club Les Chefs des Chefs ait été créé par un Français, un pays dont les traditions culinaires sont connues de tous. Après les USA et la France, une épreuve de taille attend les Tchèques qui doivent accueillir le club des chefs cuisiniers. Après réflexion, le plus honorable fut de présenter des spécialités nationales. J'ai évidemment stressé en pensant à l'impression que je devais donner. Je travaille comme cuisinier en chef dans un grand restaurant au centre de Prague, mais c'est la première fois que je prépare un déjeuner pour de tels visiteurs. L'opinion de Jaroslav Zaharka est entièrement partagée par le chef cuisinier du président de la République tchèque. Nous sommes certes soucieux du bon déroulement de la rencontre, mais il est clair que nous ne pouvons pas être comparés à la cuisine française. La cuisine tchèque est différente. Nous ne tentons pas de l'imiter, nous voulons la montrer telle qu'elle est. Je pense que nous avons réussi. Faire une promenade à Prague sur un bateau, visiter la meilleure brasserie du pays et goûter à la fin une bonne bière tchèque, qui pourrait dire que le sommet gastronomique ne fut pas une réussite? Les présidents et les rois vont et viennent, mais les cuisiniers restent. Toutefois, depuis peu, le cuisinier en chef de la Maison-Blanche, Walter Scheib, engagé par Hillary Clinton 11 ans durant au fourneau de la cuisine présidentielle, a dû quitter son poste. Jusqu'à l'arrivée de Scheib à la Maison-Blanche, les cuisiniers privilégient les traditions gastronomiques françaises. Cet usage remontait à Jackie Kennedy. Hillary Clinton a préféré les plats nationaux. Scheib s'est rendu célèbre par sa cuisine américaine régionale et ethnique. Mais il n'a pas pleinement satisfait ses employeurs. S'est-il trompé durant la rencontre culinaire en France quand il en a trop dit aux journalistes à propos des goûts du président Bush et de son épouse Laura? Ou bien, passionné par la recherche créatrice, a-t-il tenté d'imposer ses goûts au couple présidentiel? Au bout du compte, il lui a fallu quitter la cuisine de la Maison-Blanche et le club des chefs des chefs. Selon ces règles drastiques, seuls les cuisiniers en service peuvent en être membres. Normand est resté à son service jusqu'à la retraite. Scheib a été licencié. Galkin a décidé de ne pas attendre. Il a démissionné pour convenance personnelle. Ну, когда вот это вот началось, вот я написал рапорт.
J'ai écrit une lettre de démission, mais le licenciement a pris environ 8 mois. Je n'ai donc plus au travail. C'était si révoltant que j'ai dit « J'en ai assez, je ne travaillerai plus ici ». Tous les officiers cherchaient à me convaincre, comme Korjakov, Alexandre Vassilievitch, qui un jour me dit « Réfléchis, où iras-tu? Ils vont bloquer toutes tes possibilités, ton oxygène, tu n'iras nulle part ». Un bon spécialiste ne reste pas longtemps sans emploi. Galkin a été invité à travailler à Helsinki. Voilà comment l'on quitte la cuisine de la grande politique. Les débuts sont-ils aussi tumultueux? Simple cuisinier au départ, Joël Normand ne pensait pas faire carrière à l'Élysée. Je suis rentré à l'Élysée, donc comme vous dites, en 65. Et je suis rentré comme commis de cuisine. C'est-à-dire que j'avais un chef et j'avais des supérieurs au-dessus de moi. Il y avait un sous-chef à l'époque. Dans l'armée, Joël Normand était cuisinier dans une base militaire en banlieue parisienne. Pour entrer à l'Élysée, il a passé un contrôle assez sévère. La sécurité à l'époque du général de Gaulle, même maintenant d'ailleurs, il y a une enquête de fait politique, une enquête sur les parents, les grands-parents. À l'époque, c'était quand même très très sévère, hein, c'était très dur. Et maintenant, bon, ça s'est un petit peu assoupli, mais il y a toujours une enquête faite par la police. À la différence de Normand, dont la formation professionnelle se passait dans la cuisine de l'Élysée, Walter Scheib a pris le temps d'acquérir une expérience culinaire étendue. En 1979, il est sorti de l'école américaine culinaire, a effectué un stage en France et a travaillé comme chef cuisinier dans 2 5 étoiles renommées aux États-Unis. En 1994, Hillary Clinton a lancé un concours national pour trouver un nouveau cuisinier en chef pour la Maison-Blanche. Près de 4000 cuisiniers ont postulé. 30 à 40 personnes ont été convoquées pour un entretien. Comme pour Normand, Scheib a dû passer un test de loyauté. Il est clair que le travail à la Maison-Blanche a quelque chose de comparable au service militaire. Puisque vous servez le pays, la famille présidentielle, et naturellement, vous ne devez pas parler de ce que vous faites. Entendez et voyez. Bien sûr, en dehors de la loyauté, on vérifie les talents culinaires. À l'issue d'une longue sélection, Scheib fut choisi parmi une poignée de candidats. Les critères de choix d'un chef cuisinier, d'un chef d'État, il faut déjà que ce soit un grand professionnel. Hein. Ça, c'est la première chose. Mais indépendamment de ça, il y a aussi le côté sécurité. Il y a une enquête qui est faite avant d'engager un chef cuisinier dans un chef d'État. Si on prend le chef de la Maison-Blanche, parce que le chef de la Maison-Blanche a changé, donc il y a un nouveau chef qui va arriver. Il y a une enquête sur sa personnalité qui est faite par la CIA ou par les personnes qui sont habilitées à faire ce genre d'enquête. Ça, c'est tout à fait normal. Anatoly Galkin a suivi un parcours similaire. À la fin de sa formation culinaire, il a servi dans l'armée, a été engagé dans les années 70 dans un restaurant branché de Moscou, Le Monde, puis a travaillé 4 ans de suite pour un attaché militaire soviétique de l'ONU à New York, avant qu'on lui propose de rejoindre le Kremlin. Selon les souvenirs d'Anatoly Galkin, on l'avait contrôlé, surveillé, inspecté minutieusement, lui et sa famille, ses amis et ses proches. Ils m'ont surveillé pendant longtemps. Des mois, au moins 7 ou 8. Au départ, ils interrogeaient tous les voisins, comment nous vivions, si nous ne nous disputions pas, comment nous nous nourrissions, si je ne trompais pas ma compagne, ne buvais pas. La mère de ma femme est morte très tôt, on nous a demandé toutes les informations pour vérifier, quel cimetière, quel numéro de tombe. C'était une idiotie terrible. Le chef cuisinier de la première cuisine de l'État ne travaille pas en solitaire. Son équipe compte en moyenne 6 à 8 personnes. Ils préparent les plats au jour le jour et font le service dans les occasions officielles. Mais dans tous les cas, toute la responsabilité repose sur le chef qui doit être prêt au moindre imprévu. Préparer pour la Maison-Blanche, cela revient à présenter une pièce à Broadway et concerne particulièrement les soupers officiels. Quand il faut tout répéter d'avance pour être sûr que les plats correspondent parfaitement à ce que l'on veut voir, à ce que l'on attend. Ici, tout doit se passer selon le plan strictement prévu. Christian Garcia travaillait comme chef cuisinier du prince Régnier III de Monaco. Maintenant, il sert son fils et successeur, Albert II. Le service dans la cuisine principale d'un État ne ressemble décidément pas au travail dans un restaurant.
aussi célèbre et prestigieux soit-il. Dans un restaurant, le client est différent à chaque fois. Le client viendra tous les mois ou beaucoup moins souvent. Nous, il faut varier notre cuisine. Le prince Albert de Monaco descend en cuisine. Ayant appris que notre équipe de tournage est là, il échange avec nous quelques mots en toute simplicité. J'aime beaucoup goûter les nouvelles choses et les plats un petit peu d'habitude. Mais enfin, c'est vrai que je suis plus poisson que viande. Les chefs le savent. mais j'aime beaucoup les légumes aussi. J'aime beaucoup la cuisine méditerranéenne en général. Mais j'aime bien aussi explorer la cuisine un petit peu plus exotique. Sur les propositions de demain et après-demain, monseigneur, je vous proposerai un petit peu tous les produits. Connu comme un grand amateur de voyage, le prince Albert préfère goûter les nouveaux plats dans leur pays d'origine. Son chef cuisinier, Christian Garcia, va au marché et sélectionne en personne les produits pour la table du prince. Faire le marché est une tâche primordiale du chef cuisinier de la première cuisine, garantir des goûts variés, de la nourriture sans danger. Par exemple, Annick et Bernard ont une très belle qualité de marchandises, donc ça, Mais après, je fais le tour un petit peu de tous les commerçants, parce que tous les commerçants sont ravis de servir le palais princier. C'est un honneur pour chaque commerçant ici à Monaco de servir le palais. N'importe quel résident de Monaco achète les mêmes produits que ceux qui vont à la cuisine princière. Aux États-Unis, c'est une autre affaire. Il y avait des supermarchés où on achetait des produits, des légumes, des fruits pour la première famille. Pour des raisons de sécurité, nous achetions d'habitude des produits dans des endroits toujours différents. On se servait dans des magasins où il y avait des services de livraison contrôlés bien souvent par la sécurité. Et nous ne disions jamais d'où viennent les produits de l'alimentation, qui les livrent pour prévenir la possibilité d'endommagement prémédité. Notre tâche principale était de garantir la santé de la première famille. Pour le président, on achetait sur Rungis parce que c'était sur Paris. Et sur Paris, on avait aussi des fournisseurs qui habitaient dans Paris même, sur Paris même. Rungis est le plus grand marché d'approvisionnement dans le monde. Il est plus étendu que Monaco. La nuit, les produits de la France et de l'étranger y sont conduits tôt le matin, où ils sont achetés et répartis dans les restaurants. Et pour l'Élysée, ici, pour bien acheter, il faut goûter le produit et savoir l'origine du produit aussi. Parce qu'il y a des produits qui viennent un peu de toute l'Europe qui ne sont pas valables pour le marché français. Très bon. Le chef normand de l'Élysée vous dira qu'il ne vous citera pas forcément les noms de ses fournisseurs, mais vous dira qu'il a des rapports très, très étroits avec tel ou tel fournisseur, parce qu'il sait que ce fournisseur livre de la très bonne qualité. Le cuisinier principal de l'Élysée ne nomme jamais ses fournisseurs. A l'inverse, Mark Flanagan, qui sert Elisabeth II, reine d'Angleterre, n'en fait pas de secret. Dans tout le pays, nous travaillons avec les fournisseurs laïcaux qui assurent la fourniture de chaque palais en Écosse, à Norfolk, à Londres, à Windsor, où que se trouve Sa Majesté, elle jouit des services de ses fournisseurs. L'ancien chef cuisinier du Kremlin, Galkin, a bien compris que dans son pays, comme à l'étranger, la sécurité de l'alimentation était primordiale. Sa garantie commence au stade de la sélection des produits. Les collègues étrangers qui achètent les produits sur des marchés ordinaires rendent Galkin suspicieux. Le chef de Mitterrand disait « Je cours le matin au marché, j'achète les plus frais. Jamais une telle chose n'est arrivée ici, ça n'arrivera pas. Tout est amené, spécialement élevé, quelque part en montagne, sur les prairies. Mais comment faisait-on ces achats en Russie pour les tables principales du pays ? Il y a chez nous des fournisseurs exclusifs, spéciaux pour le Kremlin. Avant, il y avait dans les usines des sections de fabrication réservées uniquement au Kremlin. Maintenant, je ne sais pas. Je sais par exemple qu'il en reste en matière de boucherie, de fabrication du lait et des sucreries. Ces sections privées faisaient tout cela pour nos dirigeants, ce qui n'empêchait pas les produits d'être amenés et contrôlés pour leur teneur en nitrate, par exemple. Je ne peux pas dire comment ça se passe aujourd'hui. La sécurité peut prendre des formes excessives. Joël Normand se souvient de ses premiers contacts avec des collègues soviétiques. Et ce qui m'a toujours choqué,
c'est la sécurité en Russie. Et à chaque fois qu'il y a eu c'est les seuls, pratiquement oui, c'est les seuls présidents où ils ont des gens qui viennent surveiller en cuisine et goûter, ils veulent goûter. Bon, en France, c'est aboli, hein. Chez nous, ça n'existe plus. À l'époque, il y avait des gens qui goûtaient parce que de peur d'empoisonner le roi ou la reine. À l'époque, je vous parle de la royauté hein, en France. Et donc, et en Russie, ça existe encore. Ce qui a étonné Normand davantage encore, c'est que le service de la sécurité russe tente d'appliquer ces règles durant les voyages du chef d'État à l'étranger. Cela s'est produit une fois durant une visite à la cuisine de l'Élysée. Une personne est venue et a demandé à goûter chacun des plats préparés. Le chef de cuisine, Marcel Le Cerveau, avait refusé, et ça avait fait presque même pas un conflit diplomatique, mais c'était quand même assez... fallait le faire, fallait tenir tête quand même à ça. Bon, finalement, le personnage en question n'a pas trop insisté, mais à l'Élysée, c'est arrivé à plusieurs reprises où les gens voulaient voir les produits et les membres de la sécurité du président. Cela dit, Normand trouve que cette méfiance superflue n'est pas propre aux fonctionnaires russes. En Angleterre aussi, ils ont eu beaucoup de mal, pour le club des chefs, ils ont eu beaucoup de mal à accepter que le chef de la cour participe au club. Anatoly Galkin a eu l'occasion de faire connaissance avec les règles britanniques, quand sur la recommandation de Gorbatchev, on l'a envoyé faire un stage à Buckingham pour que le chef cuisinier du Kremlin apprenne le protocole des déjeuners dans un cercle restreint. Engager un étranger pour apprendre aux Russes à recevoir des visiteurs, nous en avions honte. Mikhail Sergeyevitch m'a envoyé là-bas. Regarde, apprends comment il faut faire. À Londres, on l'a reçu assez froidement. Vous pensez que je suis venu au palais et que l'on m'a tout montré? Eh bien non, vous trompez. On ne m'a montré que le strict minimum. Par son expérience personnelle, Galkin a la conviction qu'un chef cuisinier est le seul responsable. Moi-même, je le suis. Je prépare, je goûte 20 fois. Et l'on garde de chaque plat, que ce soit des pommes de terre, une garniture ou de la salade, du jus, tout, on garde toujours 50 grammes qui sont mis au coffre en vue de tests ultérieurs. Cela a toujours existé et reste en vigueur encore aujourd'hui. Mais comment ces gens du service de sécurité sont-ils apparus dans la cuisine de l'Élysée? Il y a des médecins qui travaillent dans la cuisine, goûtent, regardent, conseillent quelque chose, ici ou là, salé ou pas, mais ils ne sont pas responsables. C'est le cuisinier lui-même qui a fait cela, qui en est responsable. Préparer un repas quotidien pour la famille présidentielle est une chose. Servir les déjeuners officiels à de grandes réceptions en est une autre. Ici, il faut penser à ce que l'on sert et à qui on le sert, prendre en considération l'appartenance à la foi nationale et religieuse des visiteurs. Bien sûr, je devais étudier les goûts, et si par exemple nous invitions des musulmans, je devais savoir qu'on ne sert pas du porc. Alexandre Filin se rappelle, alors qu'il travaillait à Washington à l'ambassade russe qui venait d'ouvrir, que Boris Eltsine avait fait préparer une grande réception en cette occasion. On y avait convié les officiels, mais aussi d'anciens compatriotes émigrés, parmi lesquels de nombreux juifs. Les tables étaient garnies d'esturgeons étoilés, de porcelets, une erreur qui fut mal vécue. Après quoi, le journal Nouveau Mot Russe à New York a écrit qu'à l'ambassade, on offrait les aliments que des émigrés de l'Union soviétique ne mangent pas, comme le porc et l'esturgeon. Le chef cuisinier est au service des chefs de l'État. Mais il est plus fréquent pour lui d'avoir affaire à la femme du chef d'État. C'est elle qui dirige la maison, tandis que son époux dirige le pays. Je rencontrais Mme Clinton plusieurs fois par jour pour préparer les menus. Les relations avec Mme Bush étaient dans le même esprit. Il fallait directement communiquer avec les premières dames, avec les présidents aussi, mais moins souvent en effet en raison de leur occupation. Le cuisinier en chef doit étudier les habitudes et les goûts de ses employeurs pour qu'ils se sentent à l'aise et dégustent à table ce qu'ils aiment.
Même un simple sandwich doit être préparé selon les goûts du président. Quand George Bush a remplacé Bill Clinton dans la Maison-Blanche, Walter Scheib n'eut pas grand-chose à changer. Étant de la même génération, les deux présidents avaient des goûts culinaires proches. Clinton comme Bush appréciaient la cuisine américaine traditionnelle. Le rôti, le poisson, les assaisonnements épicés. La première dame privilégiait une alimentation plus légère avec un contenu faible en graisse, des légumes, des fruits, mais n'évitait pas pour autant les dîners gastronomiques. Laura Bush portait une attention particulière à la préparation de la nourriture, veillant à l'utilisation de produits bio. Durant les voyages de Gorbatchev à l'étranger, les produits étaient toujours emmenés avec lui. Parfois, ils emportaient même de l'eau, particulièrement pour les pays au climat chaud et à la cuisine exotique. Si les maîtres proposaient sur la table quelque chose de très inhabituel, comme du serpent ou du chien, le cuisinier en chef du Kremlin était obligé de ruser. On ne peut pas refuser la nourriture offerte au risque d'offenser son hôte. Nous arrivions, tout était au sol, des morceaux de mouton entièrement rôtis. C'était bien sûr une preuve d'hospitalité, mais vous comprenez, il y avait une telle chaleur. Quand cela avait-il été préparé, qui le préparait? Je dis alors à Mikhail Sergeyevitch, on ne peut pas manger cela, on ne peut pas manger ça, ni le dire, sinon nous offenserons nos hôtes qui ont fait des efforts. Il fallait goûter. Alors on lui donna un couteau, je me trouvais derrière, je lui dis, on ne peut pas manger ça, faites semblant. Il me demande, mais toi, tu as goûté? Je lui dis que non. Dans ce cas, goûte. Tu as cru que je mangerais seul, peut-être. Nous nous sommes retrouvés ensuite dans la voiture. Il me demanda un comprimé, un deuxième et un verre de thé serré. Et voilà. Quoi que l'on dise, travailler dans sa propre maison est toujours plus facile. On peut manifester toute sa maîtrise, donner libre cours à sa fantaisie. Une fois, Scheib a voulu éblouir les visiteurs du sommet en brillant par son art culinaire. Dans le menu, il a glissé des plats comme une salade de cactus, du serpent à sonnette criée. En général, le fait d'apporter un élément de la cuisine nationale du visiteur au menu du déjeuner officiel est un signe de respect pour lui. Pendant une des visites du président Helsinki, nous avions préparé du saumon confit dans du vinaigre avec de la vodka et de la bouillie. C'était un hommage à la cuisine russe et en même temps un plat tout à fait américain. Christian Garcia propose par moments certains plats russes à la table du prince de Monaco. La femme de Christian, Karina, a des origines russes et à la maison, il lui arrive de préparer des plats de son pays. En complétant d'une touche de création ses recettes, son époux n'hésite pas à les utiliser. Oui, il aime que je prépare une nourriture très simple, mais ce n'est pas celle-là qu'il prépare au travail. J'adore quand elle me prépare ça. C'est la recette de sa grand-mère. Moi, j'adore. Voilà. J'arrive pas toujours à les fermer. Je suis pas trop douée. De toute façon. Le chef à la maison, c'est vraiment elle. Ça te va, ça? Voilà. Ça m'arrive parfois de m'inspirer de la cuisine de Karina à la maison pour faire... par exemple, c'est la spécialiste des salades avec toutes sortes d'herbes comme l'aneth, la ciboulette, la coriandre. Des akouski comme on dit. C'est vrai? Ouais, ah, t'as dépassé pas cher. Parce que là, je vois, il y a beaucoup de sucre. Oui. 375 grammes de sucre. Oui. 1 kilo de fromage Pour 1 kilo blanc. de fromage blanc, C'est beaucoup. De son côté, Walter Scheib connaissait des recettes géniales, sans sortir de la Maison-Blanche. La beauté de la nourriture est dans le fait que tu peux voyager dans le monde entier sans quitter la cuisine. Tout chef cuisinier qui se respecte n'apprécie pas la présence d'étrangers dans sa cuisine, encore moins celle de gens qui donnent des conseils sur la préparation. Pour sa part, Joël Normand ne se souvient pas d'une pression particulière. Quand je reviens sur le général de Gaulle, c'est Madame de Gaulle qui avait demandé à limiter le sel. Monsieur Pompidou
On n'a jamais eu de consigne vraiment bien précise à ce sujet-là. Le médecin, il y avait quand même le médecin qui le suivait, donc il a eu la chance. Et ils ont eu même tous de la chance de ne pas avoir du cholestérol. Anatoly Galkin estime que les recommandations des diététiciens doivent être respectées par le maître lui-même, avant de l'être par le chef cuisinier. Les médecins sont les médecins. Comprenez bien que nous travaillons avec eux, les médecins font leur travail et nous le nôtre. Lui, par exemple, ce médecin qui s'approche de moi, Nikolai Semyonovitch, et me dit « Le président ne peut pas boire plus de 2 tasses de café ». Allez le voir en tant que médecin, dites-lui. « Mikhail Sergeyevitch, vous ne pouvez pas boire plus de 2 tasses de café. Comment moi pourrais-je dire au président « C'en est fini, je ne te donnerai plus de café ». Au sein de l'élite soviétique, la chasse est restée à la mode. Cette passion a formé des goûts gastronomiques particuliers. Alexandre Filine se souvient que durant une mission à l'étranger, il avait du mal à satisfaire l'ambassadeur, un chasseur passionné qui voulait que son gibier soit servi dans les règles de l'art. Quand je présentais un de mes plats, Alexandre Yosifovitch me dit « Mais pourquoi n'y a-t-il pas l'oiseau en entier ?» Je lui réponds « Alexandre Yosifovitch, ça ne s'utilise pas. » Il s'exclame alors « Tu n'es pas un chasseur, toi, tu ne comprends rien. On doit obligatoirement l'ajouter. Alors le bouillon est différent. » Eh bien, je suis pas bien disputé. J'ai essayé de préparer le bouillon et je l'ai préparé, mais c'était une horreur. On ne pouvait pas le manger. Tandis que pour le chasseur, c'était parfait. Quand je préparais du lièvre sauvage, j'ai tâché de lui faire dans un petit bol à la russe avec des pommes de terre, de l'oignon, des carottes, de la crème fraîche, beaucoup de choses au final. Quand je l'ai servi, l'ambassadeur a goûté et a dit une chose est sûre, tu ne seras jamais chasseur, parce que tu as tout abîmé. Où est l'odeur du lièvre ? Mais je lui répondis, Alexandre Yosifovitch, eh bien, j'ai fait de mon mieux pour masquer son odeur. Il me répondit, eh bien moi, je suis chasseur. Lors des réceptions et banquets en l'honneur des leaders occidentaux, les maîtres du Kremlin tâchaient de frapper l'imagination des visiteurs avec d'immenses festins. Sur les tables, les plats se bousculaient avec des porcelets, des esturgeons, des perdrix, des crabes de Kamchatka, du caviar. Mais dès la fin du siècle passé, lorsque les rencontres entre chefs d'État se sont multipliées, les déjeuners d'affaires en comité restreint sont devenus moins formels. Les convives se sont déplacés des palais et des résidences de campagne pour se rendre dans des restaurants ordinaires et même des brasseries. Les leaders russes ont emprunté cette habitude à leurs collègues occidentaux. C'est ce qu'ont fait Poutine et Tony Blair lorsqu'ils sont partis dîner dans une brasserie moscovite. À midi pile, le service du protocole du président nous a téléphoné, nous a dit qu'il fallait organiser le dîner du président et de Tony Blair chez nous. Nous pensions que c'était une plaisanterie, mais ils sont vraiment venus. La directrice du restaurant nous a assuré que les cuisiniers du Kremlin n'avaient pas pris part à la préparation de ce dîner. Ils ont simplement pris notre menu, celui que nous offrions à nos visiteurs. Ils ont choisi des plats de la cuisine nationale russe et nous les avons préparés. Ce que nous préparons tous les jours, selon le menu. Nos cuisiniers, 2 jeunes garçons l'ont préparé. Néanmoins, les mets ont été contrôlés. Ils ont bien sûr un service de contrôle, un service de santé, de sorte que les produits que nous utilisons sont goûtés, examinés et probablement expédiés pour quelque expertise. En outre, le restaurant a été contrôlé par les agents de service de sécurité. Il y avait des procédures définies qui accompagnent toujours des visiteurs d'un tel rang. Les services spéciaux venaient d'avance et inspectaient nos locaux. En somme, tout était fait pour que la première sortie dans le peuple du président russe et du premier ministre britannique soit une réussite. C'était visible sur leur visage. Ils étaient décontractés, tranquilles, gais, causant comme 2 anciens amis. Certains journalistes estimèrent par la suite que le souper de Poutine et Blair n'était pas une vraie sortie dans les masses. Elles avaient eu lieu dans un restaurant fermé et surveillé. Anatoly Galkin ne croit pas que les visites du chef de l'État dans des restaurants, cafés et institutions accessibles à tous ne soient pas préparées jusqu'au dernier détail. Poutine est venu au restaurant boire une bière à Saint-Pétersbourg avec le chancelier allemand. Oui, bien sûr, il est arrivé seul, directement dans le restaurant. Ben voyons, tout avait été vérifié et préparé. À Paris,
Malgré la multitude de restaurants, cafés, bistrots et brasseries, peu d'endroits sont aussi visités par les hommes politiques et l'élite intellectuelle que la brasserie Lippe, sur le boulevard Saint-Germain. Ici sont entrés tous les présidents d'après-guerre de la France. François Mitterrand était un habitué. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez réservé? Cette brasserie, qui s'est ouverte à la fin du XIXe siècle, ne contenait à ses débuts qu'une quinzaine de tables et un comptoir. L'institution est célèbre pour sa cuisine bon marché et de bonne qualité. Il n'est donc pas étonnant que ce lieu soit fréquenté depuis des décennies par des personnalités politiques et publiques. Le côté intellectuel de François Mitterrand, il aime les écrivains, il aime les artistes, et ici c'est aussi un mélange d'hommes politiques, d'écrivains et d'artistes. Et il revient régulièrement, même quand il est plus aux affaires, quand il est simplement secrétaire du Parti socialiste, il garde ses habitudes dans la maison. Pour nous, c'est un client fidèle depuis, ça a été, un client fidèle depuis des années. C'est ça, c'est la table. La table numéro 1 dans ce qu'on peut appeler le rang des stars, où tous nos clients fidèles, prestigieux ou anonymes sont installés. En devenant chef de l'État, Mitterrand a renoncé à ses anciennes habitudes un certain temps. Puis il a recommencé à fréquenter Lippe, où il avait une place habituelle, à côté du comptoir. En général, on propose à Lippe des plats simples, mais qui demandent une assez longue cuisson, rendant leur préparation délicate à la maison. Il venait avec ses amis intimes, que ce soit M. Dayan, que ce soit M. Dumas, soit des gens qui étaient ministres pendant qu'il était président de la République, soit vraiment ses amis intimes, et avec sa fille Mazarine Pinjot. On a connu ici bien avant que la presse en parle. Il venait déjeuner avec elle très régulièrement. Si le cuisinier en chef du palais de l'Élysée, Joël Normand, se rappelait de Mitterrand avec des réserves, à Lippe, on en a gardé un tout autre souvenir. Ça n'a jamais été un client difficile. Il se pliait toujours, je dirais presque à nos volontés. Mis à part qu'il voulait cette table-là, qui était sa table préférée, il a toujours été charmant avec le personnel, gentil. Même quand le président venait, la brasserie ne se fermait pas au public. Il ne privilégie jamais un client pour un autre. Dès que M. Mitterrand venait, il était mélangé à la clientèle habituelle. On ne choisissait pas les clients pour mettre à côté de lui. C'était vraiment les clients de tous les jours. Au moins, il se sentait, je dirais, proche des Français, parce que là, il les voyait de près. On voit Jacques Chirac. Ce dessin représente les présidents français dont la visite à la brasserie a été enregistrée. De Gaulle et René Coty. À la brasserie parisienne, les présidents viennent comme tout le monde. A l'inverse, Walter Scheib, l'ancien cuisinier principal de la Maison-Blanche, propose aux gens simples de déjeuner ou de souper à la manière d'un président. Après sa démission, il a fondé une société portant le nom « Le Chef américain ». Il propose de dresser une table présidentielle à domicile, dans le cercle familial ou professionnel, et de compenser l'absence des personnes originales par des récits. Madame Clinton et moi avions une relation professionnelle très étroite. Si elle avait quelques questions en ce qui concernait les menus, elle me convoquait directement et nous examinions cela ensemble. Vous savez, nous sommes tous habitués à la sensation que, chez le président et la première dame, tout doit toujours être idéal. L'apparence, la coiffure, le maquillage. Au final, dans les yeux du public, ils ont l'air d'étoiles de cinéma. Donc, une fois avant un déjeuner d'État, Madame Clinton me demanda de monter dans son bureau pour examiner quelques questions. J'ai frappé à sa porte et je suis entré, et au lieu d'une vedette, j'ai vu cette femme dans un short de sport, avec un maillot de corps, de grandes lunettes, des bigoudis sur la tête. Pendant un instant, je fus saisi, je fis même un pas en arrière. Madame Clinton, sentant ma surprise, sourit et m'expliqua qu'elle restait toujours une première dame, indépendamment de son apparence. On peut avoir un infarctus. In their unguarded and private moments. But that, I remember the poor woman almost gave me a heart attack. It's like, oh! Questionné sur la communication directe avec Sa Majesté, le chef cuisinier de la reine britannique, Mark Flanagan, donne une réponse laconique. Un peu. D'accord. On sait peu de choses sur le cuisinier actuel du Kremlin, Vadim Zverev, 28 ans. Récemment promu à ce poste, il n'entre pas encore dans le club des chefs. Ça fait plusieurs années que nous essayons de rentrer en contact avec le chef du Kremlin, mais pour l'instant, nous n'avons pas trouvé la voie protocolaire, sans doute, qui est nécessaire pour avoir le chef du Kremlin. Et ça serait vraiment avec un grand plaisir
qu'il serait accueilli par ses collègues dans le club, puisque le chef de la Maison Blanche est là, le chef de Pékin est là, tous les grands pays sont représentés, donc je serais ravi d'accueillir le chef du président Poutine. Anatoly Galkin estime que le contact ne s'établit pas en raison de la prudence exagérée des fonctionnaires du Kremlin. Je ne connais pas un cuisinier, même ceux qui travaillent maintenant avec Poutine, qui ait pu refuser l'invitation. On interdit aux gens de communiquer, même jusqu'à présent. Notre gouvernement trouve qu'il ne le faut pas. Soudain, quelque information partira, comme par exemple Naina Yosifovna prend le thé ou Raïssa Maximovna boit du café. L'affaire réside moins dans la situation que dans sa maîtrise. Même Galkin, en travaillant à Londres, s'est rendu célèbre en préparant un dessert nominatif pour la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Je lui ai fait un dessert à la fraise, et je l'ai appelé Elisabeth. Ce sont des fraises fraîches qui sont farcies avec des noix de cèdre. Une sauce spéciale a été faite à la fraise, toute fraise fraîche, avec du cognac. Alexandre Filin avait aussi inventé un dessert royal. À vrai dire, il ne devait pas le préparer pour la reine, mais il tentait de répéter une recette de cuisinier en chef de la reine des Pays-Bas. После посещения королевы Беатрикс послом нашим, мне пришлось довольно долго. Après la visite de notre ambassadeur chez la reine Béatrice, j'ai longtemps cherché à inventer un plat sucré. En effet, lors de cette réception, le plat de crêpes farci d'une sauce sucrée avait plu à tout le monde. Mais quelle sauce? Ni l'ambassadeur, ni l'interprète, ni l'épouse n'avaient pu me le dire clairement. C'était très bon. Tous avaient beaucoup aimé et j'ai tenté de refaire un tel plat. Durant 6 mois, je m'y suis efforcé, mais tout le temps, on me disait « Non, tu es loin d'y être. » Et bien finalement, j'ai fourré les crêpes avec nos abricots secs ordinaires, comme on les donnait aux soviétiques. J'ai ajouté un peu de citron, de bons abricots secs, et quand je les servis, ils me dirent « Ah oui, c'est exactement ça. » Moi, je trouvais ça très ordinaire. J'avais tenté d'inventer quelque chose de raffiné en ajoutant des fruits de la passion, quelques fruits exotiques, et ça s'était terminé avec des abricots secs. Complètement banal. Une autre fois, Alexandre Filin a eu l'occasion de préparer à Amsterdam un souper solennel pour les lauréats du prix Nobel. Pour cette occasion, les organisateurs désiraient un repas russe. Souhaitant surprendre les convives, il s'est décidé à préparer le kroshka. Je préparais une soupe qui s'appelait okroshka. Les cuisiniers dans la cuisine ne comprenaient rien de ce que je faisais. Des concombres, de l'oignon avec du sel, un œuf avec de la moutarde, tout cela mis dans une soupe. Le chef regardait ça avec une horreur. Quand j'ai ouvert la bouteille dans laquelle il y avait un kvass qui s'est couvert de mousse, le chef m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est? Du Coca-Cola? Tu vas faire une soupe au Coca-Cola ?» Je lui ai dit « Non, c'est du kvass, une boisson russe. Mais qu'est-ce que c'est ?» Il a goûté. D'abord, généralement, il refusait de goûter, mais une fois qu'ils avaient essayé, ils y ont pris goût. Et ils ont appelé la soupe Sacha Filin. Soupe de concombre frais. Je ne sais pas qui mangeait cela et comment c'était perçu, mais en tout cas, on en a beaucoup parlé dans la presse. D'habitude, les présidents ayant quitté leur poste ne quittent pas la grande politique. Ils continuent à s'y maintenir et à influencer l'opinion. De même, les chefs cuisiniers des chefs d'État restent toujours des cuisiniers avec un grand C. Caste spéciale, partageant à contre-cœur ses secrets, mais n'est-ce pas l'apanage de tout cuisinier? Rares sont ceux qui ont eu l'occasion de jeter ne serait-ce qu'un coup d'œil sur la cuisine de la grande politique.